Yes. No. No? No. Bon, je vois que la majorité des gens pensent que Jace a eu tort de faire ça, mais je suis pas d'accord et je pense même qu'il avait raison. Et au lieu de juste en parler, je vais vous le prouver. Bon, par contre, comme vous pouvez vous en douter, ça va me demander d'expliquer pas mal de choses, mais je vais essayer de faire simple. Je vous propose de commencer par le début, histoire de pas se perdre. Ici, Jace vient de se faire sauver par un mage, et c'est pile à ce moment qu'il voit un papillon en face de lui. Exactement le même papillon que celui qui va apparaître lors de cette scène avec Victor. Alors, je réserve l'explication derrière le pourquoi du comment on peut trouver autant de papillons dans Arcane pour une autre vidéo, mais ici, les deux symbolisent un point de non-retour pour les deux personnages. Un point clé qui va définir et impacter leur vision du futur et ce qu'ils seront plus tard. Littéralement, un effet papillon, mais pas seulement. En tout cas, dans le cas de Jace, à partir de ce moment, il ne va penser qu'à la magie. Au point où, dans la saison 1, la première fois que l'on voit le personnage, c'est littéralement dans l'introduction qui nous le présente de cette façon. La première image nous montre son œil droit caché par une gemme Hextech, et la dernière image cache son autre œil de la même façon. Le tout symbolise donc le fait qu'il ne pense et ne voit que l'Hextech. Jace est persuadé que la magie peut sauver le monde entier de la même façon qu'elle a pu le sauver lui et sa mère par le passé. C'est sa principale motivation derrière la recherche et la création de l'Hextech, trouver une façon de permettre aux êtres vivants non mages d'utiliser la magie pour améliorer leur vie. De l'autre côté, à ce moment, Victor est incapable de rattraper son invention parce que son corps ne suit pas. Son bateau incarne donc la science et les progrès technologiques allant trop vite pour lui. C'est justement ce qui va le guider vers Singed malheureusement. Alors ouais, bon, je dis malheureusement parce qu'on va pas se mentir, Singed est quand même loin du tonton idéal que tu veux inviter au repas de famille. On va pouvoir retrouver ces deux thématiques tout au long de la saison 1. Là où Jace ralentit et s'arrête presque après la création de l'Hextech, étant content de l'impact déjà palpable sur la vie des gens, Victor de son côté va continuer à travailler en allant toujours plus loin, par exemple avec l'Hexcore. C'est d'ailleurs cette obsession qui va causer la mort de son assistante, Sky. Depuis le début de l'histoire, Victor et Jace sont développés en opposés. Quand l'un est au sommet de sa gloire, l'autre sombre peu à peu. Quand Jace est avec Mel et performe un acte responsable de la création de la vie, on peut voir Victor aux portes de la mort au même moment. Mais l'opposition des deux ne s'arrête pas là. Heimerdinger par exemple est le mentor de Jace, là où Singed va peu à peu devenir celui de Victor. Et quand Heimerdinger va rejeter Jace, Singed va, de son côté, asseoir son influence sur Victor. Bon, maintenant que j'ai posé les bases, j'aimerais attirer votre attention sur ce moment de la première saison. Ici, Victor est au bord du gouffre, tout comme Jace des années auparavant. Et tout comme il avait empêché son ami de faire une bêtise irréparable, Victor sera sauvé à son tour par Jace. C'est également lors de ce moment que Victor demandera à son partenaire de lui promettre de détruire l'Hexcore. Jace acceptera, mais après l'attaque du conseil, il n'avait pas d'autre choix que de l'utiliser pour sauver son ami. Une fois Victor réveillé, Jace expliquera que l'Hexcore s'est adapté à son corps d'une façon prodigieuse, comme si les deux étaient liés, chose qu'on pouvait d'ailleurs voir dans la saison 1. Victor comprendra du coup que son ami n'a pas tenu sa promesse, mais pas seulement. En se rappelant de la mort de Sky qui l'a profondément traumatisé, Victor verra des plans d'armes Hextech sur le bureau. Il comprend donc que Jace n'a pas non plus tenu cette promesse, celle de ne pas utiliser l'Hextech comme une arme. Pour finir sur cette scène, avant de quitter le labo, Victor explique que leurs chemins se sont séparés il y a bien longtemps et que l'affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était la seule raison qui les avait maintenus ensemble. Et pour faire un parallèle avec ce moment, je vais continuer mon explication avec cette scène de la première saison. Alors, j'aimerais bien vous la montrer avec le son, mais je vais éviter les problèmes de droit, donc bon. En gros, ici, Victor explique qu'il n'arrive pas à stabiliser l'Hexcore et Singed répondra que le problème ne vient pas forcément de ses calculs, mais peut-être du sujet lui-même. Il insistera en disant que la nature nous a rendus intolérants au changement, mais qu'il a trouvé un moyen de changer la nature elle-même. Singed expliquera que, selon lui, le Shimmer est capable de faire survivre un sujet à une transition violente. Il ajoutera que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui et Heimerdinger ne se parlent plus. Que, selon Singed, le progrès vient au prix de sacrifices de toute forme d'amour et d'héritage. À cela, Victor répondra que Jace comprendra. Et bon, pour l'instant ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas puisque Jace utilisera l'Hexcore pour sauver Victor justement parce qu'il tient à lui et pas du tout dans un but de progrès scientifique. Il voyait ça comme la dernière chance de sauver Victor. Mais c'est dans l'acte 2 qu'on peut voir que Jace a finalement compris. À ce moment, je pense qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait mais que malgré l'amour qu'il a pour Victor, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de l'arrêter. Il sait qu'il doit maintenant tenir la promesse faite à son ami dans le passé, celle de détruire l'Hexcore. C'est d'ailleurs là où l'Hexcore se trouvait que Jace va tirer. Bon, à partir de maintenant, les explications vont commencer à se corser, je vais pas vous mentir.
Une fois de retour parmi nous, Jace n'est plus du tout le même. On peut remarquer qu'il a une barbe, des cheveux plus longs, mais aussi plusieurs blessures. Il n'était donc pas dans une stase en dehors du temps, il a bel et bien vécu un certain nombre de mois ailleurs. On peut voir des traces de combat absolument partout sur lui, un peu comme s'il avait dû survivre à quelque chose pendant un bon moment. Mais au-delà de tout ça, ce qui attire mon attention, c'est ça. Cette gemme que le mage lui avait donnée après l'avoir sauvée en saison 1 est maintenant fusionnée à son poignet. Pour comprendre ce qu'est cette gemme et pourquoi c'est important qu'elle semble chargée, je vais devoir expliquer ce que sont l'arcane, les runes sauvages et même les runes hextech. Dans le monde de Runeterra, certains êtres vivants naissent avec un accès au flux magique naturellement. On va les appeler les mages pour faire simple. L'hextech semble être capable de contourner cette règle et de donner accès à ce flux magique à n'importe qui via des runes et une source d'énergie, les fameuses runes et gemmes hextech. Après avoir fouillé les 15 épisodes disponibles au moment de cette vidéo, j'ai finalement pu conclure que les runes hextech ne sont pas des gribouillis aléatoires histoire de faire blabla magique crédible. Les runes que l'on voit ont bien un sens, un ordre, une raison d'être là et surtout, la série mais aussi les jeux représentant les runes hextech font tout pour respecter la forme de ces runes. Par exemple, dans Valorant, cette rune est exactement pareille que dans le bouquin que Jinx tient, mais aussi ici, là où Mel se trouve. D'ailleurs, les runes que l'on trouve en jeu sont également importantes puisqu'ici par exemple, Jinx utilisera la rune de précision que l'on trouve dans League of Legends. Si je devais donner une importance aux runes, je dirais que celles qu'on retrouve sur l'Hexcore représentent des concepts précis, un peu comme des idées globales ou une direction générale. Là où les runes hextech sont plus proches d'un code informatique communiquant des informations plus détaillées. En gros, la rune de précision va donner l'idée générale que l'effet doit faire mal, et les runes hextech vont expliquer au courant magique de quelle façon il faut faire mal. Par exemple avec une décharge électrique. Et malgré tout ça, je n'ai pas été en mesure de trouver la rune présente sur la gemme. Au début, ça me semblait bizarre parce que je pensais que si Jace avait compris tout ça, il aurait forcément essayé de traduire en premier la rune qu'il a au poignet depuis son enfance. Et du coup, j'en ai conclu que si cette rune n'est que sur cette gemme, c'est justement parce que c'est quelque chose de différent. Quand le mage termine son sort, on peut voir que la gemme se vide, comme si elle perdait sa charge en énergie magique. Et malgré toutes les expérimentations de Jace avec l'hextech, cette gemme n'a jamais été rechargée pendant la saison 1. Maintenant, si on regarde attentivement, au moment où Jace revient en saison 2, la série nous force à remarquer que la gemme brille de nouveau. Elle est enfin rechargée. Du coup, j'en conclus que cette gemme est l'équivalent d'une batterie magique, tout comme les gemmes hextech. Cette technologie est donc, comme je le disais, capable de contourner la règle stipulant qu'un être vivant se doit d'être mage pour utiliser la magie. L'orbe hextech serait donc la source d'énergie et les runes le langage permettant de donner des instructions au flux magique pour, par exemple, tirer une boule d'énergie. Mais là où ça devient dangereux, c'est avec les Hexgates. Pour faire simple, l'Hexgate utilise le même sort magique que celui qu'on pouvait voir ici. Le mage a téléporté 3 personnes, Jace et sa mère en plus de lui, à travers l'espace et le temps. Puisque pour téléporter quelque chose ou quelqu'un, il faut envoyer le tout dans un autre endroit précis dans l'espace, d'accord, mais aussi au bon moment dans le temps. Et là où le mage le fait une fois potentiellement tous les 10 ans et pour 3 personnes, l'Hexgate le fait matin, midi, soir pour des cargaisons de marchandises entières. Et je pense que le problème vient de là. En gros, si vous coupez un arbre d'une forêt une fois par an sur une période de 10 ans, bon, la forêt va s'en sortir. Mais si vous décidez de couper un arbre par jour pendant 10 ans, là c'est vite pas la même. Du coup, si j'ai raison, l'Arcane est donc un autre plan d'existence superposé au nôtre, un peu comme le monde des esprits que l'on a déjà dans Runeterra. Au moment de cette discussion entre Jace et Echo, on apprend que Victor avait déjà théorisé l'existence des runes sauvages, des formes apparaissant naturellement où la frontière entre notre monde et l'arcane est mince. Jace expliquera aussi que pour donner des commandes à l'hextech, les runes qu'il utilise sont précises, tout comme notre langue par exemple, qui est capable de parfaitement exprimer des nuances. Les runes sauvages seraient une forme plus primaire, plus brute de son langage justement, un peu comme un soupir qui veut parfois dire l'équivalent d'une phrase complète. Il ajoutera que l'arcane est en sommeil le plus souvent, mais qu'à certains endroits bien précis, il est plus actif. Les runes sauvages seraient du coup l'empreinte primaire de l'arcane, et c'est là qu'Echo tape en plein dans le mille en disant que l'arcane est énervé à cause des demandes incessantes de l'hextech. Heimerdinger ajoutera que la magie tourne souvent en horreur et qu'il pensait que cela venait de l'avidité de l'homme pour le pouvoir, mais qu'il est tout à fait possible que ce soit une propriété de l'arcane directement. Comme Singe le disait, peut-être que les calculs ne sont pas le problème, mais bien le sujet en lui-même. De fait, cette boule immense que l'on voit est pour moi une rune sauvage, et elle est apparue sous l'Hexgate justement parce que l'Hexgate abuse d'une magie qui joue avec l'espace-temps. Le tout aurait donc affaibli la frontière entre notre monde et l'arcane, et Jace l'a compris au moment où il dira « What have we done ?» en regardant cette rune sauvage, justement.
D'ailleurs, dans cette scène, Heimerdinger remarque une corruption sur le sol, et je pense qu'elle ne vient pas des runes sauvages, mais du sang de Victor corrompu par l'X-Core. Dans la saison 1, à ce moment, il avait craché du sang et on pouvait le voir être au-dessus du noyau de l'X-Gate, exactement où se trouvait Heimerdinger dans cette scène. Dans un trailer, on pouvait voir ce moment où l'X-Gate semble être responsable d'une explosion. Les nuages sont poussés comme si quelque chose venait d'avoir lieu au point central de l'X-Gate et une sorte de glace rouge est visible un peu partout, le tout étant relié à l'X-Gate encore une fois. Il semblerait que ce bâtiment soit le point central de rupture entre notre monde et celui de l'Arcane. Et cette scène nous montre justement la différence entre Victor et Jace sur le sujet. Ici, l'X-Gate est au centre de l'image, et Victor touche la structure comme pour montrer qu'il n'y est pas du tout opposé, malgré les risques qu'il comprend très certainement. Là où au contraire, Jace est armé et en retrait, nous indiquant qu'il est maintenant contre l'X-Gate et qu'il veut s'en débarrasser. On peut aussi remarquer que la pièce est très froide. Déjà dans l'acte 1, Jace, Echo et Heimerdinger avaient cette petite fumée devant leur bouche pour l'indiquer. On retrouve le même concept ici, mais uniquement avec Jace. Quand le conseiller parle, aucune fumée n'est présente. Il ne ressent pas le froid tout simplement parce qu'il n'est plus vivant. Ce n'est qu'une coquille vide, exactement ce que Jace était capable de voir. Lorsque Victor était sorti de son cocon, Jace lui disait qu'il devait avoir froid et Victor avait répondu que non, nous montrant qu'il est probablement dans le même cas que Salo, à savoir plus vraiment vivant. Le tout me fait penser que Jace voyait la véritable apparence des sujets de Victor et pas juste une vision d'horreur inventée. D'ailleurs, en sortant de cette dimension, on peut voir que sa gemme est maintenant fusionnée à son bras, comme je le disais un peu avant, mais qu'elle est aussi chargée. Et pour moi, ça signifie qu'il était dans l'Arcane, puisque Jace n'est pas un mage et qu'il ne peut pas charger la gemme lui-même. Il devait donc être dans un plan magique où la gemme s'est rechargée directement. D'ailleurs, au moment où la rune sauvage va apparaître, toutes les armes équipées d'une gemme Hextech vont commencer à avoir une sorte de glitch. Je pense que c'est l'Arcane qui doit interférer sur la frontière entre les deux mondes via ses sources d'énergie. Et quelques secondes plus tard, Jace va carrément frapper la rune sauvage, créant une explosion en forme de papillon. Bon, encore une fois, je vais pas tout expliquer sur le papillon ici, mais pour moi ça symbolise le changement ici. Et j'irais même jusqu'à dire un changement forcé. Quand Jace reviendra dans notre monde, son marteau aura maintenant la forme d'un papillon. Il est littéralement devenu le bras armé du changement. Jace est dorénavant investi d'une mission, celle de changer le cours du destin et de sauver le monde. Son titre en jeu est d'ailleurs le protecteur du futur. Alors, je pense pas qu'on ait affaire à un multivers ici, mais il est fort possible que Jace ait pu voir une version corrompue de notre monde dans l'Arcane, qui est un plan d'existence superposé au nôtre. Une potentielle version où les êtres vivants sont complètement corrompus à cause de l'utilisation abusive de la magie, reflétant donc la vision d'horreur d'Heimerdinger en saison 1. Une version où il a été forcé de combattre ces créatures pendant des mois, avant de rejoindre son monde d'origine avec du coup la confirmation que l'X-Gate est la source du problème. D'ailleurs, j'ai pu voir une théorie un peu à droite à gauche que je partageais pendant un bon moment, celle que le néant est derrière tout ça. Et bon, pour le coup, je ne pense plus que ce soit le cas. Certes, le violet est partout et en général dans League of Legends il est synonyme de corruption par le néant, seulement je pense que dans Arcane spécifiquement, le violet représente un changement forcé. Par exemple, le shimmer est littéralement fait pour changer la nature d'un sujet de force. Quand Victor changera d'avis et essaiera de changer sa nature, ses yeux vont briller d'une couleur violette en regardant le shimmer. Quand Salo va mourir, on peut voir que ses yeux vont passer au violet, et les yeux sont souvent, synonymes du reflet de l'âme, du coup le tout peut symboliser qu'il a subi un changement forcé de son être tout entier. J'irai même plus loin puisque lorsque Victor prend possession de Salo, on peut voir Runeterra vue du ciel dans ses yeux, comme pour symboliser le fait que Victor est une sorte d'être au-dessus des lois de Runeterra. Seulement, ce même œil va devenir complètement violet, ce qui pourrait aussi indiquer que Victor veut forcer un changement sur le monde entier. Pour en revenir au conseiller, Jace le tue non pas par plaisir, mais parce qu'il sait que techniquement il est déjà mort, et surtout parce qu'il ne veut pas que Victor récupère les gemmes Hextech que le conseiller allait rapporter pour continuer son plan. Maintenant, je vais parler du fait que Victor pense que quelque chose contrôle Jace. À ce moment, il dira à Skye que ça ne ressemble pas à son ami et qu'il y a une autre volonté à l'œuvre en lui. Ils ajouteront même tous les deux qu'ils entendent comme une voix ancienne, la rune sauvage justement. Et pour le coup, il va la définir comme étant un chaos parfait. Mais est-ce vraiment Skye ici? Comme j'ai pu le montrer, les gens sauvés par Victor sont déjà morts, et je pense que Skye n'échappe pas à la règle. Ce qui m'indique qu'ici, l'X-Core est à l'œuvre pour faire croire à Victor que Skye est encore présente. Avant de mourir, elle avait compris qu'il manquait une rune pour stabiliser l'X-Core. À la surface de l'objet, on peut retrouver toutes les runes présentes dans League of Legends, sauf une justement, celle de l'inspiration qui est utilisée pour les personnages de soutien en général. Et c'est justement en ignorant le soutien de Skye que Victor avait indirectement causé sa mort. Cette même mort qui est un point clé dans le développement de Victor puisque c'est son plus grand traumatisme.
Ici, j'ai l'impression que Victor a fusionné avec l'X-Corps, mais pas entièrement. Par exemple, on peut remarquer que son visage reste encore intact, mais pas pour longtemps. Si on regarde bien, ici son grain de beauté va peu à peu disparaître, ce qui montre que l'X-Corps continue d'avancer sur le reste de son corps. Je pense donc que Skye n'est pas vraiment là, mais qu'elle joue le rôle équivalent à cette dernière rune. Elle soutient et inspire Victor exactement comme la rune d'inspiration utilisée pour le soutien. À la fin de l'épisode 6, Jace tire là où se trouvait l'X-Corps et je pense que le tout va forcer la disparition de Skye. Cette disparition va de fait enlever la stabilisation que Victor ressentait. Singed va du coup très probablement utiliser le sang de Warwick d'une certaine façon pour régénérer le corps de Victor, puisqu'il qualifie la bête comme étant la clé et qu'il voulait tout faire pour sauver la mutation que représentait Victor. De fait, ce serait donc la deuxième fois que Victor serait ramené à la vie de force, mais cette fois-ci, avec un X-Corps incomplet et probablement une instabilité mentale des suites de l'injection du sang de Warwick. Je m'attends de fait à le voir enfin porter un masque pour montrer qu'il est définitivement mort symboliquement et qu'il est complètement remplacé par la corruption de l'X-Corps. Ce que j'aime beaucoup avec tout ce développement, c'est que Jace voit Victor comme un faux messie, comme la source d'une corruption qui doit être stoppée. Mais en même temps, Victor voit de son côté Jace comme étant manipulé par les runes sauvages. Les deux se voient du coup comme une fausse représentation de l'Arcane. Ce qui fait parfaitement sens puisqu'avant Arcane, dans leurs histoires d'origine, les deux personnages vivaient la même histoire mais via deux perspectives différentes, changeant du coup notre avis sur la situation une fois que l'on pouvait lire les deux histoires. Et je pense que c'est encore la même chose ici puisque les deux personnages représentent les deux faces d'une même pièce, d'un même rouage. Actuellement, Jace est une représentation brute de la magie, voire même des runes sauvages, symbolisant un changement imposé pour protéger le monde et protéger les lois de la nature. Quant à Victor, ce dernier est une représentation corrompue de la science, l'X-Corps ayant évolué pour atteindre la même puissance qu'une rune sauvage, symbolisant un changement imposé pour modifier les lois de la nature. Le tout nous renvoie donc au moment clé de chaque personnage. Victor marche dans les pas de la science mais son corps ne peut pas suivre, comme le dit Singed, il était condamné à mourir quoi qu'il arrive, et Jace de son côté est encore une fois obsédé par l'X-Tech, mais cette fois-ci, il veut le détruire quoi qu'il arrive, mais peut-être qu'il va trop loin du coup. La seule fois où Jace s'arrête juste avant de tout détruire, c'est au moment de pointer son arme contre un enfant. Il sait qu'il est déjà mort, certes, mais son traumatisme le plus marquant refait surface, et il s'arrête au bon moment. Par ailleurs, on peut voir que Jace n'utilise plus de gemme X-Tech pour alimenter son arme, mais la gemme qu'il a à son poignet. Elle s'illumine à chaque fois qu'il active son marteau pour symboliser le fait qu'elle utilise de la puissance magique. Je pense qu'il glitch énormément à ce moment, justement parce qu'il utilise beaucoup d'énergie magique et que la frontière entre notre monde et l'Arcane se fait beaucoup plus fine. Ou alors c'est pour symboliser le fait qu'il a déjà dû faire cette même action plusieurs fois dans plusieurs timelines, mais bon, ça je vais l'expliquer à la fin de la vidéo. En attendant, petit détail sympa, Echo dira que les runes sauvages sont comme l'empreinte de l'Arcane, et les gens sauvés par Victor ont tous ces empreintes de doigts sur le visage. Mais ils sont tous manipulés et techniquement déjà morts, ce qui nous montre que Victor représente une version corrompue de l'empreinte de l'Arcane. Par contre, je ne sais pas s'il est au courant, mais je pense qu'il essaye sincèrement de faire le bien. Alors, ça fait beaucoup d'infos, donc histoire de résumer tout ça, actuellement l'Arcane serait un plan d'existence superposé au nôtre d'où la magie proviendrait. Les runes sauvages seraient du coup une manifestation brute d'un moment dans l'espace-temps où la frontière entre ces deux mondes serait très fine. Les runes de l'X-Corps que l'on trouve dans League of Legends seraient des runes pour communiquer des idées globales à la magie, des directives simples en gros. Les runes X-Tech seraient du coup l'équivalent d'un code informatique plus précis pour remanier le flux magique d'une certaine façon. Et enfin, les gemmes X-Tech seraient une sorte de pile d'énergie magique qui agit comme un catalyseur du pouvoir provenant de l'Arcane. Les X-Gates seraient donc responsables d'une fragilisation de la frontière entre notre monde et l'Arcane, et il faut donc les arrêter le plus vite possible avant que le tout détruise Piltover et Zone, voire même Runeterra. Comme Victor le disait en saison 1... We lost ourselves, lost our dream. In the pursuit of great, we failed to do good. We have to make it right. En voulant corriger cela, les deux amis ont finalement trouvé une réponse opposée. Seulement, au moment de sa mort, Victor comprendra ceci. L'humanité, tout comme les deux amis, représente les deux faces d'une même pièce. Vouloir changer l'une revient également à changer l'autre. La réponse qu'avait trouvée Victor n'était donc pas la bonne, malgré les apparences.
Bon, il est temps de parler voyage temporel. Alors, j'ai pas spécialement envie de croire à l'hypothèse que plusieurs timelines sont à l'œuvre ici, mais bon, beaucoup de choses me l'indiquent. Pour commencer, en saison 1, Heimerdinger dira ceci. That's a burden that only I here carry. Time. Laissant donc penser qu'il est le seul à connaître l'importance du temps. Toujours en saison 1, au moment où l'Hextech sera créé, Mel arrivera dans la pièce pour dire ceci. Perhaps it's time for the era of magic. Hextech. Encore une fois, une emphase particulière est placée sur le mot « temps », justement à propos de la magie ici et à propos de l'arcane dans le cas d'Heimerdinger. Même lorsque Mel et Jace parleront avant le grand discours de celui-ci en saison 1, beaucoup d'emphase est mise sur la notion de temps. Maintenant que la saison 2 est là, le tout sonne complètement différemment. Dans l'épisode 6, on peut voir ce moment où le rouage tourne sur lui-même avant de tomber d'un côté. Une fois au début de l'épisode, mais aussi 2 fois à la fin. Et sur les 3 fois, les 2 de la fin sont identiques, mais pas la première. Le tout me laissant donc penser que Jace a effectivement dû vivre l'incident plusieurs fois, et se trouve maintenant dans une sorte de boucle temporelle, surtout qu'on entend Victor commencer le même discours au début de l'épisode et à la fin. Symbolisant du coup que les 2 événements arriveraient à la même conclusion, mais seraient bien différents dans leur déroulement pour y arriver. Le rouage terminera à chaque fois avec la face corrompue sur le dessus, comme pour indiquer que dans les 2 versions, Victor avait fini corrompu et n'avait pas pu être sauvé. Est-ce que le tout symbolise le fait que Victor est impossible à sauver, ou est-ce que c'est une façon de nous montrer que Jace va essayer de le sauver peu importe le nombre de tentatives qu'il va lui falloir? C'est soit une histoire de timeline, soit c'est pour symboliser le fait que Jace a dû tuer Victor à l'intérieur du plan d'existence superposé à notre monde avant de venir ici. Et du coup, bon bah pas de timeline. Je pense qu'il s'agit du coup de plusieurs timelines fusionnées en une seule, puisqu'on peut voir plusieurs Jace s'unir en une seule version. J'écarterai du coup l'hypothèse d'une boucle temporelle. Ce qui expliquerait le fait que Jace soit surpris de voir Salo marcher et même de voir Victor parler à travers lui. D'ailleurs, le fait de fusionner plusieurs timelines pourrait du coup insister sur le fait que l'arcane impacte la notion d'espace-temps, tout en expliquant pourquoi Jace porte des marques de combat sur lui. Encore une fois, si jamais il était coincé dans une seule boucle temporelle, il n'aurait aucune raison de dire qu'il ne peut pas échouer, puisqu'il aurait des essais à l'infini. Et si jamais il s'agit d'un seul monde superposé, et donc d'un seul autre essai, j'ai du mal à comprendre pourquoi on verra ce genre d'image suggérant plusieurs lignes temporelles justement. Pour approfondir tout ça, je vais parler de la fin de l'épisode 6, plus précisément ce moment. Ici on peut remarquer quelque chose de très particulier. L'image se frise, elle se fige donc dans le temps pendant quelques secondes. Et au début, je pensais qu'Echo pourrait potentiellement arriver à ce moment et sauver tout le monde, surtout que le titre de l'épisode 7 dans la saison 1 est The Boy Savior, donc en rapport à Echo. Et du coup, le titre de l'épisode 7 de la saison 2 pourrait être le titre d'Echo en jeu, à savoir le garçon qui a fracturé le temps. Mais bon, j'ai 2 théories. Soit ça symbolise un retour dans le temps pour recommencer et potentiellement réussir à sauver Victor cette fois, soit... bon, là c'est plus compliqué. À ce moment, Isha utilise 3 gemmes Hextech pour provoquer l'explosion. Et la seule autre fois dans toute la série où 3 gemmes Hextech sont utilisées en même temps pour exploser, c'était quand Powder avait voulu aider tout le monde dans l'épisode 3 de la première saison. Alors, ça pourrait faire une autre vidéo complète, surtout au sujet des parallèles entre Isha et Jinx, donc bon, je vais pas trop en parler ici, mais je me demande si l'explosion de 3 gemmes en même temps pourrait potentiellement créer un point fixe dans le temps, un point fixe impossible à modifier dans la timeline. Mais là-dessus, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors bon, histoire de pas vous quitter sur une note aussi triste, je vous laisse avec cette scène qui, pour moi, cache beaucoup d'infos. Un indice? Regardez le rouage, le plafond et l'emplacement de Jace et Victor. Je vous laisse réfléchir à tout ça et j'en parlerai avec vous en stream sur Twitch vendredi soir à 21 h. Les liens sont dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.